Ça fait plusieurs semaines ou plusieurs mois que tu stagnes sur un exercice avec plus ou moins la même charge, le même nombre de reps et le même nombre de séries. Alors bienvenue dans cette vidéo pour comprendre et apprendre comment ne plus stagner sur un exercice en particulier tout en continuant de progresser de manière générale sur sa programmation. Dans cette vidéo, je pars du principe que tu as une programmation d'entraînement cohérente et adaptée à tes spécificités et objectifs. Et c'est la raison pour laquelle je vais essentiellement me focaliser sur la stagnation d'un exercice spécifique dans un contexte autrement le plus optimal possible. En ce sens, je ne ferai donc pas mention évidente du « tu stagnes sur un exercice spécifique à cause de tel autre facteur ou de tel autre exercice dans ta programmation ». Quand je parle de progression, c'est donc en termes de volume sur cet exercice, donc de série fois répétition fois charge, donc en termes de tonnage dans ta séance et également de tonnage hebdomadaire. Je ne parle pas de progression en termes de puissance ou force générée sur une répétition spécifique, comme si c'était un exercice de force en but compétitif avec des règles définies. Non, notre objectif face à l'exercice où l'on stagne est ici le suivant. Faire en sorte de maximiser l'hypertrophie que son application biomécanique pourrait nous apporter. Donc, je ne m'attarderai pas sur des modalités d'analyse ou de techniques spécifiques pour améliorer ce dit mouvement, car le postulat de base est celui que j'ai énoncé ici. En gros, si tu veux un résumé, la base est que tu t'es déjà assuré d'avoir une bonne technique sur l'exercice en fonction du but recherché et tu standardises tes répétitions via l'amplitude de mouvement ou le tempo notamment. Je prendrai dans cette vidéo l'exemple spécifique avec mon Romanian Deadlift, qu'on va simplifier en RDL pour la suite, ce sera plus simple, afin que ce soit plus concret. Mais tu peux remplacer le RDL par l'exercice sur lequel tu stagnes dans ta programmation, alors que le reste de tes autres exercices est en progrès. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui m'a fait passer de 70 kg à plus de 160 kg en série en moins de 1 an? Je vous propose pour cela d'aller d'une approche plus concrète et évidente, facile à mettre en place, à des considérations plus poussées et théoriques. Pour commencer, il serait intéressant de mentionner 3 points à mon sens vraiment majeurs. Premier point, ce serait de mettre le RDL en premier ou max deuxième exercice, deuxième place dans ta programmation, car c'est un gros exercice polyarticulaire. Donc il faut minimiser l'effet de tonnage et la fatigue nerveuse que tu auras possiblement eu auparavant. En effet, si trop d'accumulation due à tes autres exercices, tu seras forcément moins fort et moins attentif techniquement. Donc tu devras te limiter dans ta charge effective ou ta charge de travail. Deuxième point, j'ai eu ma meilleure progression sur cet exercice quand j'ai commencé à le faire 2 fois par semaine avec environ 7 à 8 séries effectives donc par semaine réparties en 3 ou 4 pour mon lower A et donc 4 séries environ effectives pour mon lower B. Et j'avais 72 heures de repos entre chaque séance, histoire de bien récupérer et de bien surcompenser et de pouvoir mettre la même intensité dans chaque séance. Retiens donc ici que ce qui importe avant tout, c'est la fréquence de pratique et le volume total hebdomadaire. Tu dois faire souvent un exercice pour t'améliorer dessus. Mais sache malheureusement, comme souvent, que le trop est l'ennemi du bien. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre comment ne pas faire l'erreur fréquente à ce propos. Troisième point, ne vois plus le RDL comme un exercice d'assistance pour le deadlift traditionnel notamment, mais vois-le plus comme un exercice principal. Il faut que tu le bosses avec une réelle intensité. Voilà, normalement ça devrait suffire pour que tu puisses progresser sur cet exercice. Si néanmoins tu appliques déjà tout ça ou que tu vas être encore plus efficient, je t'incite à voir le reste de la vidéo. Je vous propose de commencer avec le premier pilier dans la pratique même de l'exercice. Premier point, n'hésite pas à mettre plus lourd, surtout si tu avais l'habitude de faire cet exercice en mi ou en fin de séance. Tu étais fatigué, donc limité. C'est pourquoi je te préconise de commencer dorénavant avec environ 10 ou 15% en plus sur ta charge effective. Tu auras par la suite un RIR ou répétition en réserve, voire un RPE plus adéquat. Il ne faut pas repartir sur des bases sous-optimales. Il y a également parfois une limitation plus subjective. Je cite, « Si je mets lourd, j'ai l'impression d'avoir des déchets techniques ». C'est pourquoi il faut se filmer et comparer le mouvement avec la charge qui semble être maîtrisée versus la charge challengeante. Souvent, l'objectivité veut que tu n'aies simplement pas l'habitude de cette charge, donc ça te paraît lourd alors que le mouvement est nickel. Ensuite, il ne faut pas trop se fier au ressenti que procure l'exercice à partir d'un certain niveau. Je m'explique, si la technique et la standardisation sont là, simplement mets plus lourd, tu auras plus de résultats, même si sur l'instant, effectivement, tu ressentiras peut-être un peu moins ce pump, qui n'est pas forcément synonyme de réussite. Deuxième point majeur dans ce premier pilier, si tu fais un exercice dans une optique de bosser tel muscle ou telle aptitude physique,
Fais tout en ton possible pour ne pas limiter ta marge de progrès dessus à cause de facteurs limitants que tu peux contrer. Par exemple, si tu fais du RDL pour focus fessier ou ischio, mais que ta poigne lâche avant tes jambes, ce qui est plus que probable, alors fais ton RDL avec des sangles. Maintenant, rentrons dans le second pilier, qui serait plus dans la préparation à l'exercice, mais préparation physique. Premier point, fais une routine échauffement bas du corps général, suivant tes spécificités comme d'habitude, et ajoute ensuite des exercices spécifiques pré-RDL, comme par exemple le tirage vertical unilatéral focus dorsaux. Donc avec un élastique, tu mets pas trop lourd, tu peux faire 2 fois 12 répétitions par exemple. Tu peux incorporer aussi du kettlebell swing focus hinge, 1 fois 15, et peut-être aussi de l'inhibition des trapèzes supérieurs et moyens et de la coiffe des rotateurs, avec notamment du band pull apart et ou du face pull. Tu fais 2 fois 10 à l'élastique, pas trop lourd encore, et tu maintiens la concentrique pendant 2 secondes. Tu as possibilité d'enchaîner l'exercice spécifique et ta routine d'échauffement lower, ta routine plus générale, ça te permettra de gagner du temps et d'être plus performant par la suite. Deuxième sous-point, d'un autre côté, pour certains, faire de l'isolation ischio avant le RDL permet de mettre plus lourd. Dans ce cas, fais 2 séries de leg curl à RIR 1 ou 2 reps avant d'attaquer donc ton fameux exercice de RDL. Puis tu finiras tes séries d'ischio leg curl après ton RDL et ton exercice de push. Mais, j'insiste là-dessus, le trop est l'ennemi du bien. Le but est de se préparer efficacement pour l'exercice. Comme pour ta routine bas du corps, essaie de voir ce qui est le plus optimal d'un point de vue préactivation, temps et efficience du mouvement ensuite recherché. Passons désormais dans le troisième pilier qui serait plus dans ton approche de l'exercice. Premier point, de manière générale dans sa programmation, il est préférable d'alterner les exercices agonistes et antagonistes afin de maximiser le repos intramusculaire et ainsi maximiser la force ou la tension mécanique et par là même maximiser l'hypertrophie. Par exemple, si tu fais une séance lower basique sans trop te focus sur la chaîne postérieure ou la chaîne antérieure, tu peux faire en A un exercice de push quadriceps en position étirée, en B peut-être un hip extension RDL donc en position étirée, et en exercice C, tu refais un exercice push quadriceps mais sous une autre variante, peut-être plus en position raccourcie, etc. Deuxième point, il faut que tu sois suffisamment prêt pour performer sur ton exercice, ou l'importance de l'échauffement direct en montée de charge progressive sur ton exercice, donc via ton échauffement. Les charges d'échauffement avant ta première charge effective ou première charge de travail varieront en fonction de ce que tu as fait avant, mais il faut compter au moins quand même une série d'échauffement dans tous les cas, mais généralement compte 2 à 3 séries max en montée progressive avant d'avoir ta charge effective et commencer réellement ton exercice. Comme montée en charge progressive pendant ton échauffement, je m'en vais te compter 3 séries d'échauffement que tu peux faire. Pour la première série, tu pourrais faire par exemple 10 reps à 40% de ta charge effective. Pour la seconde série d'échauffement, tu pourrais faire 6 répétitions à 70% de ta charge effective. Et pour ta troisième et dernière série de chauffe, tu peux faire 4 répétitions à 87,5% de ta charge effective. Troisième point, n'hésite pas à varier le rep range dans tes séries effectives ou la fourchette de répétition. Par exemple, tu auras une séance qui sera plus focus force avec 4-6 répétitions et une autre peut-être plus volume avec plus de répétitions de l'ordre de 6-10 reps, tout en gardant exactement la même technique et le même tempo. Ou carrément, tu peux aussi varier dans la même séance. Par exemple, tu fais un top set avec 6 répétitions, environ 85% de ta 1RM, et ensuite tu fais 2 back-off à par exemple 2 x 8 à 80% de ta 1RM. Alors maintenant, j'aimerais aborder un pilier que j'ai appelé pour aller plus loin. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est possible. J'ai envie de te faire un rapide aperçu de ce qui est périodisation et cycle d'entraînement. Tu peux aussi varier parfois ton RPE avec tes séries effectives qui iront parfois de l'ordre de RPE 7-9 pendant 4 à 6 semaines, puis plus de RPE 6-7 pendant une semaine ou deux, afin de favoriser la récupération tout en continuant de bien progresser sur cet exercice. C'est une sorte de mini déload spécifique à jauger suivant ta programmation générale. Mais dans la majorité des cas, je te préconise de t'entraîner en ayant des RIR proches de 2, voire pour la dernière série proche de l'échec technique, quand tu sais ou quand tu sens que ta prochaine répétition ne sera pas standardisée. Et je te préconise également à favoriser de garder au possible une très haute intensité dans ton entraînement de cet exercice, quitte à parfois devoir un peu baisser le volume hebdomadaire d'une ou de 2 séries.
Donc tu l'auras compris, dans cette optique de périodisation, tu auras des choix personnels à faire. Je t'expose un type d'application concrète. Tu ne peux pas avoir H24 la fréquence, le volume et l'intensité à fond, ou en l'occurrence le compromis des trois le plus élevé. Donc pour progresser de manière optimale et durable, ce serait à toi de choisir certaines options au bout d'un certain moment. Par exemple, si tu trouves que ta technique est excellente et que tu te sens bien avec cet exercice, tu peux garder une haute intensité et baisser un peu le volume hebdomadaire, par exemple de 2 séries. Faire ça au bout de 4 à 6 semaines, même si ce serait toujours à voir en fonction de ta récupération générale et spécifique à cet exercice. D'un autre côté, sinon, si t'es pas trop à l'aise niveau technique, si tu as envie de souffler un peu par rapport à cet exercice afin que tu puisses être plus présent sur un autre, ou si ton système nerveux central a un peu de mal, tu peux plutôt miser sur l'option baisser un peu l'intensité et le RPE, donc comme on l'a dit, passer de RPE 7-9 à RPE 6-7 pendant 1 ou 2 semaines, mais tu gardes le même volume qu'avant. Ça te permettra également de te perfectionner et de te mettre en confiance. J'avais envie d'ajouter un bonus, qui est à mon sens un point souvent négligé et pourtant extrêmement important. Le côté psychologique. Si tu arrives à cumuler répétition et habitude plus le plaisir à faire cet exercice, tu auras tout. Parce qu'en fait, que tout soit optimal ou non, tu ne progresseras jamais aussi bien que si tu fais quelque chose que tu aimes, que tu le fais bien et que tu y adhères dans la durée. En gros, fais le même exercice pendant 6 mois ou plus en appliquant les paramètres énoncés et tu ne peux qu'avoir des progrès significatifs. Je sais que ça fait beaucoup à apprendre, à comprendre et à encaisser, mais tout de même, point fondamental, petit rappel général, une erreur fréquente qu'on peut voir concernant le volume. Je pense que ce serait important de le mentionner ici avant de vous laisser. Dans l'idée de vouloir progresser de manière générale ou plus spécifique à un exercice, il faut se rappeler que plus de volume n'est pas toujours synonyme de mieux. En effet, le volume doit être correctement géré au sein de la semaine d'entraînement et compléter les autres variables d'entraînement. Compléter d'autres facteurs de programmation plus fondamentaux tels que l'exécution correcte des exercices, la priorisation de la récupération et la gestion d'efforts, pour ne citer que quelques exemples. Le volume n'est pas plus important que le reste. Toutes les variables du programme doivent s'emboîter comme un puzzle et il serait inapproprié de mettre une variable sur un piédestal. En somme, sois régulier, patient et honnête dans ce que tu fais. Donne-toi les moyens d'atteindre les objectifs que tu désires. Applique ça, plus si tu peux les autres variables autour de l'entraînement, comme par exemple quantifier et objectiver ton sommeil, ta fatigue, ton stress, ta diète, tes selles et ou ta digestion, voire même ton hydratation, et tu excelleras. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet possible tout en restant concis afin de pouvoir t'aider et que tu puisses appliquer tout ça concrètement. S'il y a des points où tu souhaites plus de développement, que tu as des questions ou un avis à me faire partager, n'hésite pas. Et sur ce, je te dis à la prochaine.